Je suis un enfant de Tchernobyl. À ma naissance, le nuage se diffusait partout en Europe. Vous auriez vu ma mère. Elle a demandé au médecin de vérifier 3 fois si j'avais bien tous mes bras. Tchernobyl, vu de la France, c'est un peu comme la ligne Maginot. Ça nous rappelle que les frontières sont poreuses et qu'une pensée arrêtée n'a jamais arrêté le danger. Comment mettre nos pensées en mouvement ? Je n'ai pas inventé la théorie de la relativité. Je viens plus humblement des sciences territoriales. Mais pour moi, cette relativité des opinions dans le développement durable des territoires, c'est une hypothèse de départ très importante à tenir. Pourquoi ? Parce qu'une hypothèse de départ ne vous dit pas où on arrive, mais elle vous offre un point de départ. C'est un peu comme une posture de voyage. Ça permet d'accueillir ce qui vient comme ça vient. Relativiser les opinions, ça ne veut pas dire que tout le monde a raison. Les discours de haine, le racisme, ça existe. C'est un crime et c'est puni par la loi. Mais la frontière est fragile, comme l'humour. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Se poser des questions, se mettre en mouvement, relativiser ses opinions, entrer en transition, c'est difficile, comme l'équilibre qu'il faut tenir quand on apprend à faire du vélo. D'où ça me vient, cette question d'équilibre ? Cette attention à ne pas basculer trop vite d'un côté ou de l'autre. De mon histoire familiale d'abord, des tripes, on pourrait dire, de ce qu'il faut avaler parfois sur de nombreux kilomètres, et de la distance que j'ai su prendre avec ensuite pour digérer et sortir des schémas du passé, de la tête et des pieds, comme pour pédaler. Mon histoire, c'est d'abord celle d'un môme qui ne sait pas bien où sont ses racines. Il ne faut pas croire, mais on est nombreux dans ce cas, à ne pas bien savoir d'où on vient et où on va. J'ai mis du temps à comprendre, parce que des deux côtés de mon arbre généalogique, l'histoire était taboue. Mes ancêtres maternels, des gueules noires, des Polonais, immigrés dans les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais, forçats de l'ombre, chercheurs d'or sombre, honteux d'être ce qu'ils étaient. Alors de là, en transmettre quelque chose. Et pourtant, j'ai compris plus tard ce qu'ils nous léguaient. Du côté paternel, des pieds noirs, des colons méditerranéens venus s'installer en Algérie et rapatriés comme ils ont pu au moment de l'indépendance. Ce qu'ils m'ont transmis, c'est peut-être la nostalgie de l'Afrique et la déception profonde que la France ne soit pas à la hauteur de ses promesses universelles. Moi, dans tout ça, un blanc, sur le front duquel ça ne se voit pas. Au début, ça ne faisait pas débat. Puis les questions sont apparues. Pourquoi l'Algérie française ? C'est quoi la France aux Français ? Pourquoi moi je ne parle pas polonais ? Les premières réponses, je les ai trouvées dans l'éducation populaire, dans un mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Ce qui m'excitait, c'était de bloquer les manifs des néo-nazis.
Ces petits fachos qu'on voit dans les cordons de sécurité, des Le Pen, des Maréchal, des Zemmour. Mais ce qu'on faisait surtout, c'était de l'intervention. Dans les écoles, dans les cafés, on animait des ciné-débats. On montait des actions de solidarité pour construire des ponts, des relations. On commémorait les crimes du 17 octobre 1961, quand Papon jetait les Algériens à la Seine. Ou bien ceux du 21 mars, journée mondiale de lutte contre le racisme, depuis qu'en 1960, la police sud-africaine massacra la foule à Sharpeville, rassemblée pacifiquement pour protester et manifester pour la liberté de mouvement. Liberté de mouvement. Un matin de septembre 2011, j'ai pris mon vélo et je suis parti explorer mes racines. J'ai mis un grand coup de pédale et je me suis paumé dans les faubourgs de Lille. Il y avait un jeune en survêt casquette qui faisait le piquet à l'entrée de la cité. Il m'a vu arriver avec mon gros vélo. Il m'a dit « Oh, tu vas où ?» Je lui ai dit « En Algérie. » Il m'a dit « T'es un ouf !» J'ai ri. L'Algérie, c'était un point de départ. Moi, ce que je visais, c'était l'Afrique du Sud. J'ai traversé la France d'abord. Je dormais souvent sous la tente, dans les parcs, dans les aires de jeux pour enfants, parce que personne ne voulait m'héberger. Dans le Morvan, je me souviens, un paysan m'a même chassé de son pré. On ne va pas accueillir toute la misère du monde. En Algérie, j'ai rencontré l'hospitalité. Vous êtes ici chez vous, on me disait. Pour l'héritier d'un passé colonial loin d'être dépassé, c'était une sacrée leçon. Ça me rappelait celle des camarades allemands. Responsables, oui, mais pas coupables. Ça m'a réconcilié. J'ai séché des larmes issues du plus profond de moi pendant 2 mois en traversant le Sahara. J'ai trouvé des oasis quand j'ai eu soif. Pas celles que vous imaginez. Des fois, c'était juste une vieille citerne à l'arrière d'un abri, mais ça suffisait pour remplir sa gourde et se ressourcer. Quelle richesse que la sobriété. J'ai dormi à la Belle Étoile, avec les Touaregs qui conduisent leurs troupeaux de dromadaires parmi les dunes. Ces ombres qui s'approchaient la nuit tombée, intriguées par la lueur de mon feu, qui venaient partager une tasse de thé, quelques sourires, quelques mots, quelques gestes, et un profond sentiment d'être en commune humanité. Moi qui viens d'une famille resserrée, au Sénégal, j'ai découvert la large parenté à plaisanterie. Vous connaissez ? Les ethnies qui composent ce merveilleux pays s'apostrophent mutuellement en faisant référence à de lointains conflits, plus ou moins imaginaires, qui les relient. J'ai vu dans le bus à Dakar des personnes se taquiner pour au final laisser leur place dignement à une grand-mère fatiguée. Vous voyez, vous, dans le métro à Paris, taquiner votre voisin, hein, pour laisser de la place à quelqu'un dans le besoin ? Alors qu'on célébrait le 21 mars, avec les étudiants à Dakar, les djihadistes envahissaient le pays voisin, comme pour rappeler dans cette histoire qu'il était temps d'avancer. Mais pas par le Mali. J'ai dû changer de trajectoire, mais pas de cap. Et je suis parti en diagonale, jusqu'à Kédougou. Ça ne vous dit rien, mais pour moi, cette bourgade a du goût. J'avais demandé à l'ambassade s'il y avait bien une piste arrivée là-bas pour rejoindre la Guinée. À l'époque, Google Maps n'avait pas tout cartographié. Je voyageais à la carte IGN, à la boussole et à la jauge de confiance. Évidemment, j'arrive là-bas, pas de piste.
juste un flanc de montagne. Des jours et des jours à porter le vélo et ses 15 kilos, roche après roche, pierre après pierre et pas à pas. J'ai hurlé ma rage d'être au monde à ce moment-là. Et j'ai gagné aussi en persévérance. Aujourd'hui, il faut s'accrocher pour me dire qu'il n'y a pas de voie pour passer. En Côte d'Ivoire, j'ai goûté le vin de palme, les alcools de plantes et le paludisme qu'ils soignent tant bien que mal. Au Ghana, j'ai bu du English breakfast tea et mangé des scones. Au Bénin, j'ai vu l'arbre à Python, l'arbre autour duquel les esclaves tournaient pour éviter que leurs âmes ne se perdent en voyage. J'ai tourné moi aussi, mais en sens inverse, pour dire aux miens que leurs âmes n'étaient pas perdues. Et j'ai tracé. Entre Pointe-Noire et Brazza, j'ai pédalé dans 1 mètre de poudre de falin. Je ne voyais pas la piste, ni les trous. Quand les grumiers passaient, ça propulsait un nuage. Le toit des cases, les feuilles des arbres, les poumons des gens, tout était jaune. C'est ça aussi le coût d'un meuble prêt à monter. Mais ce n'est pas ceux qui en bénéficient qui en payent le prix. À Kinshasa, les policiers ont voulu me déporter. Ils ne reconnaissaient pas mon visa. J'ai vu la relativité du droit. Ils ont fini par me laisser sortir à la nuit tombée, seul dans cette fourmilière où on peut trouver le pire, et peut-être aussi le meilleur. J'ai fini par me réfugier dans un hôtel de passe, où j'ai dû payer pour 2 alors que j'étais tout seul, et pour une nuit complète. Ça rendait les calculs du taulier compliqués. En cherchant à manger, j'ai vu des gens acheter des bâtons de terre, juste pour se combler l'estomac. J'ai vu des enfants soldats faire n'importe quoi. J'ai vu la route s'arrêter net au kilomètre 622. Cette fois, on m'avait prévenu. La route s'arrête à Bachamba. J'y croyais pas. Je suis arrivé, plus de goudron, du sable et des plantes à des milliers de kilomètres à la ronde. J'ai dû pousser mon vélo dans cette jungle comme les Bayanda, ces jeunes qui transportent plusieurs centaines de kilos de grains ou d'huile sur une bicyclette qu'ils poussent à 3. Quand on se croisait, on savait d'un regard qu'on était fait du même bois. Puis, j'ai cassé mon axe de roue arrière en réparant une énième crevaison. Pas de pièce de rechange. J'ai dû monter sur le toit d'un camion qui circulait là, à 20 km/h, dans une zone sans réseau téléphonique, avec à son bord un équipage dédié à courir à l'avant du camion pour y jeter d'énormes poutres afin d'y rouler et éviter qu'on s'enlise. Dans le camion, tout ce qu'il faut pour extraire du diamant. Et les gens, au-dessus, parqués comme des animaux. Quand j'entends les agents SNCF se faire engueuler pour 5 minutes de retard, je repense au Congo. Je me dis qu'il y a pire. Et j'ai fini par atterrir à Soweto, la perle noire d'Afrique du Sud. Mon voisin, Kenny, un ancien braqueur de voitures, m'a fait visiter tout ce qu'il n'y avait pas dans le guide de tourisme. J'ai fréquenté les petits bars de quartier dans lesquels aucun blanc n'a jamais mis les pieds. Au XXIe siècle, les territoires inexplorés, c'est dans nos cœurs. J'ai donné mon vélo à Kenny. J'ai juste gardé la selle, il faut dire qu'elle était bien moulée. Et j'ai rencontré un sage, Ahmed Kathrada, oncle Kati comme il l'appelle, le bras droit de Nelson Mandela, le seul Indien de la bande, celui qui passa près de 25 années de sa vie en prison avec lui. Oncle Kati organisait un voyage apprenant avec des jeunes leaders, une trentaine de jeunes leaders, des jeunes noirs, métis, indiens ou blancs, qui sont depuis devenus docteurs, professeurs, responsables dans leur communauté. Le leadership aussi, ça s'apprend, ça se construit progressivement. Quand on a débarqué à Robben Island, cette prison au large de Cape Town,
Les jeunes se sont mis à danser. Une danse de lutte tribale. Ça frappait des pieds, ça tapait des mains, ça chantait haut et fort. Alors, j'ai vu le vieux monsieur se redresser. 80 ans. Et il est rentré avec une dignité extraordinaire dans cette prison, comme convoqué par son destin. Quel festin! Et il nous a légué ce message. La prison, c'était un microcosme pour continuer la lutte. La lutte contre le racisme, contre l'apartheid et pour la liberté. Il recherchait des victoires réalistes. Par exemple, que tous aient droit à un pantalon, sans discrimination. Et il cherchait sur quel terrain d'entente ils pouvaient dépasser leurs désaccords. Il ne s'attaquait pas au geôlier, mais au racisme dont le geôlier était prisonnier. On pense souvent à tort que la coopération, c'est l'alignement des points de vue. En voilà une pensée arrêtée. La coopération, c'est l'art de mettre les différends en mouvement. C'est l'art de mettre les conflits au travail. Mais c'est exigeant. Ça demande une posture, des principes. Or, c'est absolument indispensable pour réussir la conduite du changement de notre modèle de développement. Les enjeux sont tellement vastes, tellement imbriqués, si souvent contradictoires. On a besoin de penser en trajectoire. On a besoin à un moment donné que tout le monde puisse rejoindre la ligne de départ. Il faut prendre les gens comme ils sont, là où ils sont et là où ils en sont. Et puis, je suis rentré. Ma bien-aimée est venue me chercher. Un job de rêve m'attendait, chargé de récits à la mairie de Los-Angeles. L'équipe avait eu vent de mon voyage, et cette fois, c'était moi, le griot du village. Alors, une autre aventure a commencé. Même posture, mais changement de décor. Un voyage sédentaire au pays des corons. Les oasis s'appelaient CERD, CD2E, Culture Commune, Chaîne des Terries, Euralance, Club Noé. Les geôliers étaient victimes de paternalisme et d'extractivisme, prisonniers d'une pensée arrêtée dans la façon d'appréhender la richesse et la production. Finalement, si on résume tout ça, je suis parti de Lille pour atterrir à Los, 40 km plus loin. Bizarrement, les trajectoires les plus rapides ne sont pas forcément les plus courtes en distance. Et paradoxalement, faire ce détour par l'Afrique m'a fait accélérer. J'ai compris ce que mon grand-père mineur nous léguait. Une dette en carbone, en responsabilité. Mais aussi une mémoire à mettre en trajectoire. Si on a su créer des montagnes, on peut aussi les dépasser. Pour conclure, j'aimerais vous inviter, la prochaine fois que vous observez une pensée arrêtée, à essayer de la mettre en mouvement, à l'accueillir avec une posture de voyage, à la prendre comme elle vient, et puis à vous demander comment coopérer, qui est le geôlier, de quoi est-il prisonnier, et quelle victoire ensemble vous pouvez gagner. Merci.